Salut les geeks, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une marque qui était un acteur incontournable de la téléphonie mobile dans les années 90. Je parle de la marque Panasonic et aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de ce petit bijou, le GD90, un modèle culte de la fin des années 90 que je suis certain que beaucoup d'entre vous ont connu et peut-être ont possédé. Et écoutez, je vous propose que dans cette vidéo, on parle de son histoire, de ses caractéristiques et de quelques anecdotes qui rendent ce téléphone unique. On va commencer par parler du contexte. On est au moment de la sortie de ce téléphone en 1999 et Panasonic est maintenant un acteur qui est reconnu sur le marché avec plusieurs modèles qui sont fiables et qui ont bien fonctionné, comme le G450, le G520 ou encore le G600. Et à cette époque-là, le marché des téléphones portables est en pleine expansion. C'est la course à la miniaturisation qu'on a vu débuter en 1996 avec Motorola qui a dégainé le premier en sortant le StarTAC. J'avais fait une vidéo sur ce téléphone, je vous invite à aller la voir. Et depuis à peu près un an, les constructeurs se livrent une nouvelle bataille, celle de la réduction du poids des téléphones. Et en l'occurrence, avec ce modèle que l'on a ici, donc le GD90, que vous voyez que j'ai dans plusieurs couleurs, eh bien Panasonic a lui aussi est entré également dans la course. Et il y a en plus de ça une nouvelle technologie qui est en plein développement à cette période, c'est la technologie bi-band. Donc la technologie bi-band, pour les personnes qui n'ont pas connu cette époque ou qui ne s'en souviennent pas, c'est le fait de pouvoir capter des fréquences GSM 900 MHz et DCS 1800 MHz avec un même appareil. Avant cette époque, les terminaux de communication étaient soit l'un, soit l'autre. Donc soit vous pouviez être sur SFR Itinéris, soit vous pouviez être sur Bouygues Telecom, mais vous ne pouviez pas avoir les trois opérateurs qui fonctionnent sur un même terminal. Et 1999 marque véritablement l'année où les constructeurs se sont mis à faire des téléphones bi-band, ce qui a permis en fait de garder le même téléphone quel que soit l'opérateur chez lequel vous étiez, et ce qui a également permis aux opérateurs de basculer une partie de leur ligne sur la fréquence qu'ils n'avaient pas auparavant, ce qui a permis de désengorger les lignes téléphoniques, etc. Et donc, dans ce contexte, en 1999, eh bien, il y a une série, mais alors vraiment une série de téléphones absolument pépites et qui vont devenir cultes, qui sortent la même année. Motorola dégaine en sortant le V3688, qui est le remplaçant du StarTAC. Le V3688 qui donc est surnommé après, a été surnommé le galet, par rapport à sa forme qui rappelle celle d'un galet, qui est minuscule et qui pèse 83 grammes. Ericsson, lui, eh bien, sort le T28S qui pèse 83 grammes. Philips sort la deuxième version de son modèle culte, le Genie, donc qui devient bi-band, le premier ne l'était pas, et qui est sous la barre des 100 grammes avec un 99 grammes. Et Nokia frappe fort en sortant un téléphone qu'on a tous connu et qu'on a tous à minima rêvé de posséder et qui a connu un sacré succès, le 8210 avec ses dimensions réduites et son poids plume de 79 grammes. Et donc, dans ce contexte, Panasonic arrive, sort sa gamme bi-band, donc avec tout d'abord le GD30 qui est ici, le GD50, donc le GD30 entrée de gamme, le GD50 ici qui est un milieu de gamme, le GD70 que je n'ai pas mais que je vous mettrai à l'écran qui était assez haut de gamme, et enfin le GD90 qui est le plus haut de gamme du constructeur à ce moment-là, qui est un bijou de miniaturisation et un record en termes de poids. Alors vous remarquerez que chez Panasonic, les designs n'évoluent pas trop, c'est sobre, c'est assez classique, mais on est toujours sur la même construction, la même structure, hein. L'antenne, l'écran, la touche de navigation centrale, le répertoire à gauche, la touche pour entrer dans les menus, le C cancel au milieu. Et en fait, ce qui fait vraiment la marque de fabrique chez Panasonic, ceux qui ont connu, c'est ça ici sur la touche dièse. Vous voyez le petit symbole du vibreur, je vous le remontrerai dans un instant. C'est ce que Panasonic avait appelé la fameuse touche savoir-vivre, qui a été ensuite la marque de fabrique du constructeur et qu'on retrouve sur beaucoup de modèles, même ceux avant la gamme GD. Petite anecdote d'ailleurs supplémentaire avant qu'on commence le unboxing et la présentation détaillée du GD90. Chez Panasonic, la gamme qui est monobande, c'est la gamme qui commence par EBG, donc G450, G520. Et quand Panasonic est passé en gamme bi-band, eh bien c'est là que c'est devenu GD. Donc j'imagine que le D c'est pour dual band, donc bi-band, voilà, comme vous l'avez ici hein, en anglais. Donc je vous propose qu'on fasse l'unboxing et qu'on découvre ensemble ce modèle de chez Panasonic. Donc déjà,
je vous montre la boîte. Alors les boîtes Panasonic se ressemblent. Là je vous ai mis un autre modèle qui est le GD52, bon, qui est sorti un petit peu après. Et là vous avez le GD92 que je vous montrerai rapidement, qui est le remplaçant de celui-ci. Donc les boîtes Panasonic, c'est pareil, hein, c'est comme chez beaucoup de constructeurs, c'est un peu... elles se ressemblent beaucoup, hein, quel que soit le modèle de la gamme, à part là et là, parce qu'on est sur des packs constructeurs, un pack Itinéris de l'époque et un pack Bouygues Télécom. Malheureusement, la boîte est incomplète sur l'édition que j'ai, parce qu'il manque la notice. Bon voilà, vous avez le chargeur. Et on a ce téléphone, donc ce magnifique Panasonic GD90, qui était disponible en deux couleurs. Donc ce bleu, bleu nuit, que je trouve absolument somptueux, magnifique. Alors il y avait un défaut, c'est qu'effectivement, il prenait vite les traces de doigts. Et l'autre couleur disponible, c'était ce gris argenté, qui est canon aussi, mais qui s'abîme par contre beaucoup plus vite parce que la peinture est quand même plus fragile, mais dans les deux cas, je trouvais que les téléphones étaient absolument somptueux. Alors, ce qui est frappant, quand on l'a en main, alors vous n'allez pas vous rendre compte à la caméra, c'est la légèreté. Parce que quand on voit le téléphone, le dessin du téléphone laisse penser à quelque chose d'assez classique et d'assez, j'ai pas envie de dire lourd, mais quand même qu'on sent dans la main. Alors qu'en fait, ce téléphone, il pèse 88 grammes. Donc quand je vous disais que Panasonic arrive dans la course à la miniaturisation et à la légèreté, ce téléphone, en fait, vient concurrencer directement le V3688 de Motorola et le T28S d'Ericsson en termes de légèreté. C'est vraiment un poids-plume et c'est ça qui surprend le plus quand on le prend en main, parce qu'on ne s'attendait vraiment pas, encore une fois, compte tenu du dessin du téléphone qui ne laisse pas supposer ce poids-plume, eh bien on ne s'attend pas à ça. Et puis la deuxième chose, c'est sa taille qui est réduite, parce que, en fait, là, vous vous rendez compte par rapport à ma main. Bon, je sais que j'ai des grandes mains, mais quand même, vous voyez un petit peu la taille que peut représenter ce téléphone. À côté, si je vous mets un iPhone SE de première génération, vous voyez un petit peu, vous vous rendez compte, sachant que le SE de première génération, il est dérivé du 5S, donc on est sur des téléphones, des iPhones qui étaient quand même assez compacts à l'époque par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc ça vous donne une petite idée. Donc, on retrouve bien sûr cette fameuse touche savoir-vivre ici. On a, ça c'était une fonction haut de gamme, on avait un mémo vocal que vous pouviez voir ici, accessible en appuyant sur le côté. Ça permettait d'enregistrer 2 fois 15 secondes de communication. Alors c'est peu, c'est vrai que c'est vraiment trop peu, mais ça avait le mérite d'exister et de pouvoir enregistrer des communications. Je vous propose qu'on l'allume et qu'on le découvre ensemble. Vous voyez cette petite animation Panasonic GSM au démarrage. On va attendre de voir s'il me trouve le réseau. Normalement, oui. Voilà, hop, Orange France. Alors, comme toujours chez Panasonic, on est sur quelque chose, c'est japonais, c'est ça. Ah bah. Vous l'avez en direct live, je ne savais même pas que j'allais recevoir des messages. Alors, ouais, c'était l'époque où encore on avait les messages qui étaient en plusieurs fois, en plusieurs messages. Bon, bah vous l'avez en direct live, c'est cool. Vous voyez, donc là je suis sur une MobiCart. Profitez de nos recharges max plus riches que jamais, jusqu'à 250 Go de data. Je m'en fous un peu pour un téléphone qui n'a pas la data. Mais bon. Donc voilà, vous avez ce Panasonic GD90 allumé, avec, bon, c'est assez classique. Alors l'avantage, c'est qu'il avait quand même un écran qui était lisible. Je remets dans le contexte de l'époque. Un grand écran compte tenu de la course à la miniaturisation. C'est lisible, c'est assez sobre. Le réseau, le menu, la barre de batterie, une petite animation. Et là, vous aviez le menu. Donc la possibilité de protéger le clavier ici, l'accès au répertoire, les messages, bon, on vient de voir, liste de réception, liste d'envoi, créer un message. Je ne sais même pas si je saurais encore rédiger un SMS là-dessus. Vous vous souvenez de cette époque ? C'est long, hein. Oh la vache. Je me souvenais plus. Bon, on va l'effacer, hop, on va revenir en arrière. Donc les messages, le service d'appel, le renvoi d'appel, donc on avait quand même des fonctionnalités. Je vous rappelle que c'était un téléphone qui se voulait haut de gamme. Il y avait l'option DataFax sur ce téléphone. Et il y avait surtout une fonctionnalité que moi j'adorais. C'est un téléphone, parenthèse, qui a une place à part dans mon cœur parce qu'à l'époque, je l'ai eu. Je l'ai eu en pack entrée libre SFR, donc qui était l'ancêtre de SFR la carte. Et je l'ai gardé assez longtemps, j'ai vraiment adoré ce téléphone. Et une des fonctionnalités que j'adorais, c'est que, bon déjà il y avait pas mal de sonneries différentes, mais moi je pense que tous les gens qui l'ont eu ont connu cette fonction où on pouvait
changer la couleur de l'éclairage, ce qui était assez fou à l'époque. On pouvait passer comme ça du vert à l'orange. Et ça, je trouvais ça génial. Alors, c'était les tout débuts de la personnalisation, mais en fait, je trouvais ça cool parce qu'en fonction de son humeur, eh bien, on pouvait changer. Et en fait, il faut savoir que quand vous aviez défini une couleur, eh bien, vous pouviez personnaliser jusqu'à 5 numéros qui sont enregistrés dans le répertoire et qui sonnaient de l'autre couleur. Donc, si vous aviez mis le vert en couleur par défaut, eh bien, vous pouviez mettre 5 personnes pour qui ça allait s'afficher en orange. Donc comme ça, par exemple, si le téléphone était posé au loin et que vous le voyiez sonner, eh bien, ça permettait de savoir que c'était quelqu'un dans vos contacts, donc potentiellement que c'est important et urgent. Donc voilà. On pouvait mettre là, effectivement, un message d'accueil. Touche directe, bah, c'est la touche de mémoire qui était là à gauche, qui permettait... Bon là forcément il ne se passe rien puisque c'est pas paramétré, mais la touche directe effectivement c'est la touche qui est à gauche et en fait je vais vous le montrer sur les autres versions. Ce téléphone a été commercialisé en pack uniquement chez SFR de mémoire, à la fois en forfait et je vous l'ai dit en formule prépayée, et SFR le personnalisait comme ça avec en mettant son logo en fait sur la molette de navigation centrale. Et il me semble qu'en appuyant à gauche on accédait directement, c'était préenregistré, préparamétré pour accéder au service de l'opérateur. Donc voilà pour ce GD90. Dans les faits qui peuvent être intéressants, c'est un téléphone qui a une qualité d'écoute excellente et qui restitue avec une grande fidélité la voix de son propriétaire. On est à une époque où la problématique, enfin en tout cas une des problématiques des constructeurs, c'est de diminuer les bruits environnants quand quelqu'un appelle pour que la conversation soit aussi claire qu'un téléphone fixe. Et eh bien à la fin des années 90, on y arrive. Et ce téléphone arrive avec d'excellents résultats. Il a été noté 84 sur 100 par Mobile Magazine l'année de sa sortie. Et il faut savoir que la même année, eh bien, il est arrivé 3e ex-aequo dans le classement des meilleurs téléphones mobiles de l'année. Donc c'est vraiment un excellent téléphone. Il a beaucoup de qualités, la taille, le poids, la qualité de son. Il avait 2 gros défauts par contre par rapport à son positionnement. Le premier, c'est l'autonomie. C'est... par rapport à ce que proposait Nokia, Motorola ou Ericsson, eh bien c'est un téléphone qui était en dessous. Alors Ericsson, de mémoire, l'autonomie n'était pas folle non plus avec la batterie d'origine sur le T28S. Il y avait une batterie haute capacité qui était plus épaisse. Mais néanmoins, c'était la rançon de la gloire de la course à la légèreté. La batterie de ce téléphone ne pèse que 23 grammes. Je vous rappelle que le téléphone complet pèse 88 grammes, ce qui est rien dans l'absolu. Et son deuxième défaut, c'est qu'il n'avait pas de fonction main libre, alors qu'à l'époque, c'était quand même démocratisé, et que pour un téléphone qui se voulait haut de gamme, c'était quand même une fonction qui paraissait assez essentielle. Malheureusement, ce téléphone en est dépourvu. Bon, après voilà, c'est un téléphone qui était quand même tout petit dans la poche. La fonction mémo vocale, je sais pas... Non, vous voyez, comme il n'y a rien d'enregistré, bah forcément, c'est en conversation. La fameuse touche savoir-vivre, je vous disais, avec le dièse, voilà, qui activait le vibreur. Désactivé. Donc ça c'était très pratique hein, parce que aujourd'hui bah, c'est pareil, on l'a sur les smartphones, on glisse d'un côté ou on appuie en fonction des modèles et ça change. À l'époque c'était quand même assez nouveau et donc le fait de pouvoir y accéder en un clic comme ça, eh bien c'était quand même quelque chose de nouveau. C'est un téléphone qui aura bien fonctionné, qui avait un excellent rapport qualité-prix, notamment en pack entrée libre SFR, et ce téléphone eh bien, sera remplacé un an après par ce modèle, le GD92, qui reprendra les principaux codes, hein, vous voyez le mémo vocal, le design est un peu amélioré, un peu modernisé. Ce téléphone avait de mémoire 4 couleurs d'écran différentes, mais dans l'ensemble, ça apportait pas grand chose de plus. Vous voyez, on est sur des dimensions qui sont identiques hein, ou presque. Et malgré que celui-là fasse plus moderne, hein, c'est indéniable quand on le regarde, celui-là avait un style quand même plus classique, j'ai quand même une préférence pour le GD90 qui, voilà, qui encore une fois a une place à part dans mon cœur. Mais c'est vrai que si je vous montre le 92, alors la batterie n'est pas chargée, vous voyez, bon la boîte est abîmée, désolé, vert, bleu, orange et un bleu plus azur, turquoise. Ça c'est plutôt blanc d'ailleurs, blanc-vert, bleu et orange, vous voyez, donc avec des couleurs différentes. En gros, ils ont repris la recette qui avait bien fonctionné sur ce modèle et ils l'ont appliqué sur le remplaçant. Voilà pour l'histoire de ce Panasonic GD90. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez connu, si vous l'avez possédé, si vous vous en souvenez, si vous avez aimé ce téléphone ou pas du tout. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait vraiment plaisir et je suis à l'écoute de vos retours, notamment vous voyez que je ne mets plus de musique de fond, j'ai bien compris que c'était pas forcément quelque chose qui apportait de la valeur. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, pensez à vous abonner, pensez à liker, pensez à activer la petite cloche.
Comme ça, dès que je publierai une nouvelle vidéo, en général, j'essaie de me tenir au dimanche 17h, eh bien, vous serez les premiers informés. Merci, ciao les geeks et à bientôt. Bye.